J'ai été excisée quand j'avais 1 an. Je l'ai appris par rapport à ma sœur. C'était autour d'un café, on buvait du matcha. Moi, j'étais en mode, mais t'es sûre? Et elle m'a dit, oui, j'étais là avec toi. J'avais 1 an, on nous avait emmenés la nuit. J'étais vraiment en train de pleurer, tout ça. C'est vraiment, au final, une domination sur les femmes, mais du coup, qui est faite par les femmes cette fois-ci. Et j'ai aussi, du coup, reçu des messages d'hommes qui étaient séduits par mon excision. On m'a retiré une partie de moi pour rien au final. Bonjour à tous et bienvenue sur Extra. Aujourd'hui, on est là pour une nouvelle interview. Une nouvelle personne ordinaire, mais avec une histoire extraordinaire, va nous raconter la sienne. Aujourd'hui, je suis avec Mama Kafa. Comment ça va, Mama Kafa ? Ça va bien et toi ? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors Mama Kafa, tu as accepté de témoigner aujourd'hui et je t'en remercie puisque c'est un sujet qui est quand même assez intime. On va parler de ce qui t'est arrivé quand tu étais du coup bébé. Tu as subi une excision. Donc tu vas pouvoir nous raconter cette histoire qui finalement n'est pas si extraordinaire que ça parce que selon l'UNICEF, il y a au moins 230 millions de filles et de femmes en vie aujourd'hui qui ont subi des mutilations génitales. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui tu es et comment débute ton histoire ? Alors, je m'appelle Mama Kafa, j'ai 22 ans, je suis actuellement étudiante et j'ai été excisée quand j'avais 1 an. Je l'ai appris récemment, c'était il y a environ 1 an. J'étais pas du tout au courant avant, je m'y attendais vraiment pas. Pour moi, c'était quelque chose qui était vraiment improbable. Et donc, quand je l'ai appris, c'était vraiment un choc. Ouais. Et je l'ai appris par rapport à ma sœur. C'était autour d'un café, on buvait du matcha. Okay. Et enfin, c'était une discussion assez random, on parlait de féminisme, comme d'habitude. À un moment, elle évoque le fait qu'elle avait été excisée. Et moi, je me sentais vraiment désolée pour elle, parce que j'étais pas au courant, et je me suis dit que ma sœur a traversé ça, et je le savais pas. Et elle me dit que, mais t'es au courant que toi aussi, t'as été excisée? Et moi, j'étais en mode, mais de quoi elle me parle? Ouais, de quoi tu me parles? Ouais, et moi, j'étais en mode, mais t'es sûre? Et elle m'a dit, bah oui, j'étais là avec toi, quoi. Et enfin, vraiment, quand j'ai entendu ça, c'est comme si, en fait, mon monde s'était écroulé. J'étais vraiment plus là, j'étais complètement en train de dissocier. Et suite à ça, comment dire, ça m'a beaucoup changé. Ouais, au fil des mois, même si au début, j'étais beaucoup dans le déni, ça m'a vraiment bouleversée. Mais comment ça se fait du coup que pendant 21 ans, tu grandisses, tu parles quand même avec ta sœur, il me semble que t'en as une autre aussi. Oui, j'en ai 2. T'en as 2, même avec tes parents, et que jamais le sujet ne survienne. Je sais pas, ta sœur à quel âge quand ces discussions arrivent ? Elle avait 26 ans. 26 ans. Donc c'est vraiment un tabou familial finalement. Oui, ouais. Mais j'avais jamais entendu le mot excision de sa bouche. Vraiment. Mais tu connaissais déjà, Oui. tu savais que ça existait, et tu t'es jamais posé la question si toi, ça t'était arrivé. Bah, en fait, si, je me suis déjà posé la question parce qu'une semaine plus tôt, j'ai été tombée sur un TikTok d'une fille qui disait qu'elle avait été excisée et qui disait que ça se pratiquait beaucoup dans sa communauté. Et en fait, on avait la même communauté. Du coup, je me suis dit, peut-être que ça m'est arrivé aussi et tout. Et du coup, je suis allée aux toilettes, j'ai pris un miroir pour regarder. Et en fait, dans ma tête, il y avait rien. Et parce qu'on peut pas se d'anormal. rendre compte finalement. Exactement. Quand tu te regardes, toi, tu n'as pas de comparatif et tu sais pas ce qui s'est passé ou pas. Tu nous parles de communauté, c'est de quelle communauté tu viens ? Oui, du coup, c'est mon ethnie. Donc, on est Diakanké et on est au Sénégal et aussi au Mali et je crois un petit peu en Guinée. Et enfin, c'est quand même une communauté qui est assez fermée, je trouve. Et c'est pour ça, le fait qu'elles me disent qu'il y a beaucoup d'excisions, ça m'a fait tilter un petit peu parce que je sais que vu que c'est fermé, il y a énormément de tabous et en fait, tout le monde fait à peu près la même chose. Et c'est pour ça, à ce moment-là, j'ai eu un petit doute, mais après, je me suis dit, ah non, ça va. Oui, mais on n'imagine pas que ça puisse arriver, surtout en grandissant comme ça pendant toutes ces années. Ouais. Donc là, tu l'apprends, tu es en train de boire ton matcha, tu apprends ça. Qu'est-ce qui se passe après? Comment peut-être tu demandes à ta maman ou tu demandes autour de toi comment ça s'est passé pour découvrir ton histoire ou t'as pas vraiment de souvenirs? Au début, j'osais pas trop en parler parce qu'en fait, j'essayais de digérer déjà l'information. Et je sais que mes sœurs, elles étaient parties, juste rentrer chez mes parents et moi, je suis restée du coup toute seule à Paris. Et je sais que en fait, toute la semaine, j'étais dans le déni. Du coup, j'ai fait que réviser le code. Vraiment, toute la journée, je faisais que ça. Au final, je l'ai eu du premier coup. Ouais, t'as focus ton attention ailleurs. Exactement. Ouais. J'ai essayé de tout dévier pour ne rien ressentir.
Et au final, j'ai pris le courage d'appeler ma famille, de leur demander si c'était vrai. Et en fait, eux-mêmes étaient très choqués, mais choqués que moi, je sois au courant. Parce qu'en fait, aucun d'entre eux pensait que j'allais jamais le savoir, que j'allais le découvrir. Et enfin, mes sœurs, elles, pensaient que je le savais déjà. D'accord. Et c'est pour ça qu'elles étaient choquées de voir ma réaction aussi. Et c'est pour ça, je pense que ça m'a bouleversée moi, mais ça a aussi bouleversé beaucoup de personnes dans ma famille qui s'attendaient pas en fait à ce que je ramène ce sujet-là, surtout que c'est un sujet assez tabou. Et enfin, on m'a déjà dit que de pas prononcer ce mot. C'est un interdit. Ouais, c'est vraiment un interdit, c'est quelque chose. On doit jamais en parler, quoi. Donc déjà, merci d'avoir le courage de nous en parler aujourd'hui face caméra. Ça doit pas être facile, t'as un grand courage. Est-ce que tu sais comment tes sœurs l'ont appris, du coup, parce que ils pensaient que toi, t'allais jamais t'en rendre compte, mais comment tes grandes sœurs l'ont su? Alors, du coup, ma sœur, celle qui m'a dit que j'avais été excisée, qu'on avait été excisés ensemble, elle avait 6 ans, et moi, j'avais 1 an, du coup. Et donc, elle se rappelle de tout, vraiment, des personnes, de l'acte, les outils qu'ils ont utilisés, le ressenti, les jours d'après. Et ma grande sœur, elle a été excisée aussi au même âge que moi. Donc, Mais 1 an. oui, c'est ça, 1 an, sauf que elle, on a 10 ans d'écart. Donc, elle l'a appris le jour où moi et mon autre sœur, on a été excisés. Et en fait, vu que c'était au Sénégal, elle avait demandé à une de nos cousines, ouais, elles sont où mes sœurs, quoi? Parce que, on a été prises comme ça dans la nuit et on a disparu. Du coup, ma sœur, elle était un petit peu perdue. Elle a demandé ça à une de nos cousines. Et la cousine, là, du coup, lui a expliqué qu'on était partis se faire exciser. Ma sœur, elle savait pas ce que c'était, donc on a dû lui expliquer voilà, ce qui était en train de se passer et que, elle-même avait subi ça quand elle avait mon âge. Donc là, ta grande sœur a 10 ans, la deuxième a 6 ans, et toi, tu as 1 an. Oui, c'est ça. Et tu me dis que c'est après un baptême, donc finalement, c'était après des festivités. Oui, exactement. C'était la nuit de mon baptême. Non, le jour de mon baptême, la nuit, on m'a emmené me faire exciser. Et je pense que c'est un petit peu un rituel, quoi. Est-ce que tu sais pourquoi ta famille l'a fait? Parce que c'est quelque chose qui se fait, tout le monde le fait, c'est une tradition. Et dans ma communauté, en fait, c'est les traditions avant tout. C'est parce qu'en fait, il y a un véritable culte des anciens, un culte de tout ce qui est tradition, et donc ce qui se fait avant doit se faire maintenant et ne doit jamais être questionné. Oui, vraiment, il y a un truc où on ne veut pas faire évoluer les choses, Oui, il faut que ça continue comme ça. Parce que finalement, toi, tu es née en France? Oui. Tu es née en France, ta famille a immigré en France. On aurait pu penser que c'était quelque chose qui allait rester là-bas, mais c'est quelque chose qui perdure encore aujourd'hui. Il me semble qu'il y a 125 000 femmes en France qui ont subi de l'excision, des mutilations génitales. Donc, c'est quand même quelque chose qui concerne aussi notre territoire, qui n'est pas qu'un problème africain. Et on pourra le voir aussi après, que c'est même des problèmes qui ne sont pas propres qu'à ce continent-là. Est-ce qu'il y a une question que certains détracteurs aime bien mettre des fois dans les commentaires quand on parle de ça. Donc, désolée de te la poser, mais c'est juste pour un peu débunker et apporter un droit de réponse aussi à ça. Il y en a qui vont comparer l'excision, donc, que tu le décris comme un rite de passage culturel, à la circoncision, donc qui concerne là les hommes où on enlève le prépuce, qui est aussi un rituel religieux, là pour le coup, au-delà de la tradition. Tu peux nous expliquer quand même, parce qu'il y a une grosse différence entre les deux, et pour les personnes qui pourraient se dire que c'est la même chose? Oui, alors déjà, la circoncision, c'est quelque chose, on va dire, de plus sanitaire. Il va y avoir vraiment ça derrière. Et c'est aussi un truc qui se fait pas forcément dans la religion, mais aussi dans d'autres pays où c'est pas forcément... Oui. Voilà, et aux États-Unis, je crois qu'ils le font beaucoup, juste comme ça. Exactement. Ouais. Et c'est pas une mutilation. Alors que l'excision, c'est vraiment pas les mêmes intentions derrière et il n'y a pas du tout les mêmes conséquences. C'est quelque chose qui reste, c'est un vrai traumatisme, alors que la circoncision, non. Il y a plusieurs types d'excision qui existent. Donc là, on fait l'ablation d'un organe qui est le clitoris, donc en tout cas de sa partie extérieure, alors que la circoncision, c'est juste enlever un bout de peau. Tu disais que c'était au Sénégal que ça s'est passé. Oui, c'est ça. Pourtant, depuis 1999, ça a été interdit. Comment ça se fait, selon toi, que ça continue? Alors,
Ça continue parce que, encore une fois, c'est à cause des traditions. Même si l'État essaye de stopper cette pratique, ça persiste parce que les gens font passer leurs traditions avant l'État, du coup, vu que c'est la seule chose qui compte. Et c'est vraiment quelque chose qui est difficile à, on va dire, éradiquer, entre guillemets, parce que c'est pratiqué depuis tellement longtemps et aussi c'est pratiqué de manière un peu secrète. Moi et ma sœur, c'était la nuit, on nous a emmenés comme ça dans une campagne bien Hmm. éloignée. Et enfin, du coup, c'est un peu compliqué d'avoir l'œil sur ça. Et enfin, aussi, il y en a justement, en France, c'est aussi interdit que du coup il y a certaines filles, enfin c'est la majorité en vrai, qui vont du coup être excisées pendant les vacances d'été et dans des endroits comme ça. Et enfin parfois ça va être fait dans des hôpitaux où ça va être, on va dire, plus sanitaire entre guillemets, mais la plupart du temps c'est sans Clandestinement. anesthésie, voilà, clandestinement. Et Donc il y a des c'est... risques d'infection, etc. Oui, c'est ça. Tu me disais que tes sœurs s'en souviennent. Est-ce qu'elles Mm. t'ont raconté un petit peu les souvenirs qu'elles ont pu en garder? Alors, du coup, ma sœur aînée ne se rappelle pas. En fait, c'est juste celle du milieu qui s'en rappelle. Elle m'a expliqué que du coup, on nous avait emmenés la nuit, que c'était des femmes de ma famille, des tantes qui nous ont emmenés assez loin. Je crois que c'était dans la campagne. Et du coup, il y avait une exciseuse aussi qui était là. Elle m'a dit que d'abord, elles ont commencé par moi. Et que moi, vu que j'étais un bébé, j'étais vraiment en train de pleurer, tout ça. Et qu'ensuite, elles sont passées à elle. Et que elle avait tout fait en fait pour ne pas pleurer. Parce que on va dire, un petit peu plus symbolique. Et vu que c'est une fille, enfin, qu'elle doit passer par ça. Donc, elle m'a dit que c'était très rapide, vraiment. Mais que la douleur était très intense. Et que surtout, ce qui a fait mal, ce sont les jours d'après parce qu'il y a les conséquences physiques c'est le temps en fait aussi, je crois que ça Oui. cicatrise, tout ça. Elle m'a dit que c'était vraiment très très douloureux et que quand on nous avait ramenés le matin, moi j'avais une couche et elle, on lui avait mis un pagne autour de la taille. Et c'est là justement que ma sœur aînée, elle s'est dit mais c'est bizarre, pourquoi elle est venue comme ça? Hmm. Et oui, je sais aussi qu'il y avait une de mes cousines, donc je crois qu'elles ont le même âge, qui était allée au Sénégal avant nous et qui avait prévenu ma sœur de ce qui allait se passer. D'accord. Oui, Donc elle l'avait subi juste avant et elle voulait mm, prévenir ta sœur oui, que c'est ça ça. risquait de lui arriver aussi. Exactement. Il y a plusieurs types d'excision qui Mhm. existent, donc en fonction des degrés. Toi, quel type d'excision tu as subi? Alors moi, c'est le type 1, donc on va dire c'est le type le plus faible, où en fait je vais avoir, enfin du coup j'ai une ablation partielle du clitoris et pas totale. Et du coup, moi, je peux faire la chirurgie réparatrice. Et en fait, ça va être un petit peu moins compliqué pour moi. Et vu que j'ai le type 1 et que la plupart des filles qui ont le type 1 ressentent du coup encore du plaisir. Hmm. Alors que c'est pas forcément la même chose pour d'autres types d'excision. Tu peux nous expliquer c'est quoi les autres types? Oui, alors il y a le type 2 où là, on va retirer aussi les petites lèvres et parfois les grandes lèvres. Et aussi, en plus de ça, va y avoir une ablation du clitoris. Donc en entier? Oui, voilà, Sur toute la partie externe? exactement. Et après, on va aussi avoir le type 3. Donc ça, c'est l'infibulation où en fait, on va tout retirer, donc le clitoris, les lèvres, et en fait, on va coudre les grandes lèvres entre elles pour laisser juste un petit trou pour, du coup, l'urine et les règles. Et ça, c'est vraiment, enfin, c'est le type où va y avoir en fait plus de problèmes physiques Hmm. avec ça. Et enfin, il y a le type 4, où là, ça va être tout ce qui... toute mutilation, enfin, ça peut être des piercings, des incisions. C'est vraiment... Tout le reste qui Oui, peut être voilà, brûlure, scarification, tout ça. exactement. D'accord. Donc là, tu nous parles de l'infibulation, Oui. qui peut quand même aller encore plus loin. Est-ce que Mhm. tu connais des gens autour de toi, de ta famille, qui l'ont subi, ou ça, c'est vraiment, peut-être ils se sont dit, c'est la limite, on va pas jusque-là? Non, moi, je connais personne qui a subi l'infibulation. D'accord. Donc là, on parlait de ces mutilations, là, on parle du début. Mm. Il y a des conséquences dont tu as commencé à nous parler. C'est quoi, toi, qu'est-ce que ça implique médicalement pour toi aujourd'hui, le fait d'avoir été excisée? Alors, moi, médicalement, j'ai pas...
J'ai pas tant de conséquences que ça, ou alors j'en ai, mais je m'en rends pas vraiment compte. Enfin, je sais que je suis allée voir une sage-femme et que c'était elle qui m'avait dit que j'avais subi le type 1. Mais à part ça, conséquences médicales, j'en ai pas vraiment. Peut-être que j'en ai eu quand j'étais petite et que, enfin, vu que j'étais Et puis c'est bébé, dur à identifier, voilà. ça reste l'intime Mhm. et il n'y en a pas forcément de Oui, comparaison. c'est ça. Là, j'ai quand même la liste des effets secondaires au-delà de la souffrance Mhm. qui peuvent survenir. Donc, des saignements abondants, parfois elles ont des Mhm. règles beaucoup plus abondantes. Donc, des infections qui peuvent Mhm. aussi arriver pendant l'excision, donc comme le tétanos. Des douleurs en urinant. Mhm. Donc, c'est de la dyspareunie finalement aussi, parce que ça peut être des douleurs pendant les rapports ou les menstruations. Mhm. Des risques d'incontinence et des complications lors des grossesses et des accouchements qui Mhm. peuvent entraîner de la fertilité. Mais ça, c'est plus les types peut-être 2, Mhm. 3 au-delà du tien. Euh, Est-ce que toi, tu me dis que tu te souviens pas du tout de l'acte, mais tu parles quand même d'un traumatisme. Aujourd'hui, tu es Mhm. suivie par une psy. Comment ça se manifeste, ce traumatisme-là, alors on n'a pas de souvenir finalement parce qu'on était bébé? Alors, moi, en fait, déjà, ma psy, je la suivais en dehors de ça, mais on a aussi, du coup, pu parler d'excision. Et en fait, mes traumatismes, ils vont surtout se manifester au niveau des rêves. Enfin, par exemple, je sais que je faisais beaucoup de rêves où enfin, j'étais dans une forêt où je voyais le ciel. En fait, on a un petit peu travaillé sur ça avec ma psy. Et enfin, on s'est rendu compte que c'était sûrement du coup le jour où j'ai été excisée, quoi, parce que enfin, c'était une sorte de forêt, c'était la nuit, je voyais le ciel, tout ça, et elle m'a dit que c'était sûrement ça, vu que c'était quelque chose qui était assez récurrent dans mes cauchemars. Et ouais, au niveau psychologique, pour l'instant, c'est surtout ça, mais c'est dur aussi de retirer, en fait, de faire la distinction entre l'excision et mes autres traumas. Parce que du coup, j'en ai d'autres, et enfin, du coup, j'ai plein de conséquences, mais je sais Oui. pas lesquelles sont dues exactement à l'excision. Je sais par contre que moi, j'ai beaucoup de mal avec le contact physique. À part quand ce sont vraiment des personnes qui sont très proches de moi, en fait, je déteste ça, vraiment. Du coup, tu peux pas du tout être tactile avec les autres. Non, 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 vraiment, une fois, il y a une de mes amies qui m'a fait un câlin. Enfin, au début, je la connaissais pas trop, cette fille-là. Et enfin, je suis restée comme ça. Genre vraiment comme ça pendant 2 minutes. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et les cauchemars dont tu nous parles, c'est des Oui, cauchemars que tu faisais avant de l'apprendre? oui, maintenant, je les fais plus trop, justement, ces cauchemars-là. Ok, donc c'est vraiment une somatisation de Oui. quelque chose dont tu te souvenais pas. Mhm. Ok. Aujourd'hui, tu t'exprimes publiquement. Mhm. On a déjà évoqué que c'est pas forcément facile pour toi. Tu as expliqué aussi que tu es sur TikTok, donc sous le nom de Ma Machiavélique. Oui. Très beau jeu de mots. Quelles ont été les réactions des gens quand tu as commencé à en parler sur TikTok? Parce que je pense qu'il y a un pas. Déjà, tu l'apprends. Tu me dis qu'au début, tu es dans le déni. Il y a digérer ça, en parler à tes proches. Puis après, en parler carrément sur TikTok. Comment ça se fait ce cheminement-là? Alors moi, justement, j'ai fait mon cheminement un petit peu à l'envers parce que je l'ai appris, j'ai été dans le déni, j'en ai parlé à mes proches, j'étais encore dans le déni, puis j'en ai parlé, je crois, genre 1 mois après sur TikTok. Et en fait, c'est vraiment en parler sur TikTok, sur les réseaux sociaux, qui m'ont aidé à réaliser ce qui s'était vraiment passé, à accepter surtout que ça s'était passé. Et au début, sur TikTok, les réactions, elles étaient assez variées. Il y avait du coup des personnes qui disaient que c'était vraiment un truc de noir, un truc d'africain, qu'en Europe, Regarde ils la faisaient vidéo pour pas... comprendre. Voilà. Ils faisaient pas ça. Et enfin, même aussi, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est quelque chose qui est pratiqué qu'en Afrique subsaharienne et pas du tout dans les pays au Moyen-Orient ou même au Maghreb ou en Asie. Enfin, les gens sont... En fait, je me suis rendu compte que les gens n'y connaissaient vraiment rien du tout, mais vraiment. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui savaient pas que ça se pratiquait encore. Beaucoup pensaient que c'était quelque chose de lointain, qu'on faisait plus ça, alors que pas du tout. Ça concerne, je crois, environ 200 millions de femmes dans le monde qui ont été excisées. Ouais, de 230 millions, c'est 230 le chiffre millions aujourd'hui selon l'UNICEF. Ouais. Voilà, et c'est pour ça, en vrai, je suis contente d'en parler, parce que, enfin... Il faut des porte-paroles. Oui, c'est ça. Et moi, je sais que quand j'ai recherché, du coup, des gens qui parlaient d'excision, en France, j'ai trouvé que quelques TikTokeuses, et je trouve que c'est pas assez, parce que c'est l'expérience de quelques femmes.
l'excision, on la vit pas toute pareille, on l'a pas vécue toute pareille, on n'a pas les mêmes conséquences et je pense que du coup c'est intéressant d'avoir des profils assez variés et c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'en parler. Bah bravo, déjà. Et tu m'as dit, quand on s'est parlé un petit peu avant, que parfois tu reçois des messages assez violents, ou même des messages d'hommes qui peuvent être attirés par le fait que tu serais excisée. Tu peux nous en dire plus? J'ai reçu des messages assez violents. En fait, ce sont des haters, entre guillemets, qui ont décidé d'utiliser mon excision contre moi. Donc, ils vont pas aimer mon contenu, vraiment des trucs qui n'ont rien à voir, et qui vont du coup m'envoyer des messages de haine en disant « Non mais qu'Allah t'anéantisse, t'as bien fait d'être excisée, il faut pas... » En fait, ils vont utiliser vraiment des... Pour te faire mal. Voilà, juste pour... En plus, ce sont des vidéos qui n'ont rien à voir, ils vont utiliser mon excision comme ça de nulle part. Donc je les bloque, bien sûr, mais j'en ai reçu quand même pas mal des messages comme ça. Et c'est pas normal. Oui, mais vraiment. Et j'ai aussi du coup reçu des messages d'hommes qui étaient séduits par mon excision, qui allaient m'envoyer des messages pour me dire « Ah, c'est très bien que t'as été excisée, t'es une vraie femme. » Enfin, j'ai eu, je pense, 4-5 hommes qui m'ont envoyé des messages quand comme même, ça. 400 personnes, c'est quand même énorme. 4-5, ouais. Ah, 4-5, j'ai entendu Oui. 400. Non, d'accord, pas 400. Okay, j'ai eu peur. 4-5, ok. 4-5, non, pas 400. Ok, ce qui est déjà trop, mais oui. Ouais, et quand je vois ça, je me dis, mais c'est lunaire. Mais pourquoi tu penses que ça les attire? Au-delà que les mecs sur Internet, des fois, sont attirés par tout et n'importe quoi dès qu'on est une femme, mais ça spécifiquement. Alors, je pense que c'est lié au fait que l'excision, c'est vu comme un symbole de pureté, et que en général, les hommes aiment les filles pures, les filles un petit peu innocentes. Tu deviens mariable, du coup. Voilà, exactement. Et je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont envoyé des messages et ça me dégoûte. Et c'est intéressant de se poser la question, est-ce que c'est que des personnes qui seraient de ta communauté ou est-ce que c'est aussi des personnes parfois d'autres origines qui sont attirées par ça? Alors, j'ai eu... en fait, c'était majoritairement des hommes africains, donc que ce soit Afrique subsaharienne, Afrique de l'Est, Maghreb, les profils sont variés. Mais oui, en général, c'est eux. Tu peux ressentir une sorte de fétichisation autour de ça et autour de ta parfois. Ouais. Comment tu protèges ta santé mentale, quand même, avec tout ça? Alors, j'en parle quelques fois, mais pas tout le temps. Parce qu'en fait, au début, j'ai fait le piège d'en parler tout le temps. Et au final, tu restes un petit peu coincé dans ton trauma. Tu fais qu'en parler... oui, vu que tu fais qu'en parler, que tu reçois plein de messages de gens qui veulent en savoir plus, de gens qui veulent que tu les aides. Et enfin, j'étais tout le temps dans ça. Et du coup, j'ai essayé un petit peu d'élargir mon contenu et pas juste parler d'excision. Et ça m'a beaucoup aidée, franchement. Parce que t'es pas que ça, finalement. Ouais. Mais tu dis qu'il y a des personnes qui t'ont demandé de l'aide, donc il y a des personnes qui l'ont elles-mêmes subi et qui te sont venues t'en parler. Oui, j'ai eu pas mal de femmes comme ça qui m'ont envoyé des messages. Il y en a qui disaient qu'elles avaient été excisées, d'autres qui disaient qu'elles étaient pas sûres d'avoir été excisées, d'autres qui voulaient juste que je les oriente vers des professionnels pour faire la chirurgie réparatrice, ou alors d'autres qui cherchaient aussi parfois des psychologues. Et je sais aussi que moi et une autre TikTokeuse qui s'appelle Une Westafi, en gros, elle avait créé un groupe où elle m'avait ajouté. Et en fait, on a ajouté plein d'autres femmes qui avaient subi l'excision. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne initiative. Ouais. Parce que du coup, on a pu toutes discuter entre nous, avoir toutes, du coup, nos retours. Et juste aussi voir des expériences qui sont assez différentes des nôtres. Et ouais, franchement, du coup, je la remercie pour ça. Bah oui, c'est bien d'ouvrir des groupes de parole comme ça. Il y a des histoires qui t'ont marqué parmi ces femmes-là qui t'ont contactée? Ouais, j'ai eu des histoires... parfois, c'est vraiment... c'est une charge mentale horrible, aussi Ouais. Y avait une fille, par exemple, qui... En fait, elle sortait juste avec un garçon comme ça, qui a décidé de l'emmener en vacances, du coup, dans son pays d'origine. Et là-bas, elle s'est fait exciser, parce que c'était sa copine. Ah, donc c'est le garçon qui... Là, c'est au-delà du cercle familial, et on sort de cette violence, on se disait, entre femmes. Là, c'est lui qui l'a amené... c'est lui qui l'a emmené juste pour des vacances, mais c'est sa famille qui a décidé d'exciser sa copine. D'accord. Ouais, je trouve ça horrible, mais vraiment. Parce qu'en plus, du coup, elle était pas hyper jeune, je sais plus avec quel âge exactement. Elle devait être adolescente.
Donc, je pense qu'elle se rappelait de tout, des sensations, tout ça. C'est vraiment horrible de faire ça. Ouais. Mhm. En parlant de santé mentale, est-ce que tu peux nous expliquer maintenant, aujourd'hui, on va parler un petit peu plus du futur, comment tu envisages ta reconstruction tant physique que morale? Alors, je pense que la reconstruction morale, psychologique, je l'ai déjà un petit peu entamée, en discutant surtout avec d'autres gens et surtout aussi avec TikTok. Et moi, c'est plus au niveau de la reconstruction physique, parce que j'aimerais bien faire la chirurgie réparatrice. Sauf que la chirurgie en elle-même, ça suffit pas. Il y a tout, en fait, il y a tout aussi un processus de rééducation. Ça peut se faire par le sport, par la danse, par le yoga, par la méditation. Et c'est vraiment un processus. C'est pas juste une Et on reconstruit chirurgie. pas et après Voilà. c'est fini. Ah ben non, c'est pas comme ça. Et surtout que parfois, ça fonctionne pas. En fait, parfois, ça fonctionne pas sur certaines femmes. Ah bah là, Ouais. le docteur Foldes dont on parlait tout à l'heure, qui dit que c'est environ 80% des femmes opérées qui reviennent avec un retour partiel ou total de plaisir, mais c'est pas encore à 100%. Et tu as d'autres formes de dyspareunie, donc de douleurs génitales, qui peut-être pendant les règles, qui sont un peu plus exacerbées ou des choses comme ça. Et tu as pu le comprendre Non. après? Non, moi en vrai, ça va, j'ai de la chance là-dessus. Tant mieux. C'est tout ce qu'on te souhaite, que ça aille de mieux en mieux. Là, on va peut-être parler un petit peu plus de l'origine de cette violence. Ok. Donc là, tu nous as raconté toute ton histoire. On se demande aussi, parce que c'est quand même souvent pratiqué par des femmes, entre femmes. Donc on pourrait se demander, est-ce que c'est une violence qui est exclusivement féminine, ou est-ce que c'est une violence patriarcale? On va essayer de comprendre un petit peu ça. Comment toi, tu peux expliquer cette violence qui se perpétue entre femmes? Moi, je pense que c'est juste que les femmes ont intériorisé le patriarcat, que le patriarcat, c'est une structure, que les femmes, vu qu'elles sont du coup dans cette structure, vont forcément l'intérioriser et perpétuer cette domination, parce que l'excision, c'est vraiment au final une domination sur les femmes, mais du coup qui est faite par les femmes cette fois-ci. C'est quoi la domination, du coup, qui est faite? Il y a un contrôle du corps des femmes, Oui, mais c'est ça. dans quel but? C'est pour faire plaisir aux hommes? Exactement, moi je pense que c'est surtout pour faire plaisir aux hommes et en fait en enlevant du coup leur plaisir à elles pour que entre guillemets elles restent fidèles aux hommes, qu'elles aillent pas voir ailleurs, que la femme soit exclusive à son mari et que lui ait une certaine emprise sur elle. T'as déjà entendu des choses comme quoi une femme non excisée pourrait être impure ou pourrait être plus apte à aller voir ailleurs, tromper, Oui. des choses comme ça? Il y a une de mes cousines au Sénégal qui parlait du coup avec ma grande sœur, donc l'aînée, et qui lui disait parce qu'en fait nous on vient pas de Dakar, on vient plus du sud, et elle lui a dit non mais les filles de Dakar c'est n'importe quoi, elles sont pas excisées, du coup elles vont tout le temps voir ailleurs, c'est pas bien d'être comme ça, enfin vraiment limite du slut shaming quoi, juste parce que elles sont pas excisées entre guillemets. Oui, il y a un truc en fait qui a même existé même dans nos sociétés à nous, si t'as du désir, c'est que tu vas aller voir ailleurs. Moi ça me fait limite penser, peut-être que je vais un peu loin, mais cette diabolisation de quand on a eu les détracteurs de la pilule contraceptive, les détracteurs qui étaient contre l'IVG, c'était aussi une des raisons qu'ils brandissaient, de dire non, si les femmes contrôlent leur sexualité, contrôlent tout ça, elles vont être infidèles et elles vont aller voir ailleurs. Initialement, j'ai vu que donc ce rite de passage, comme il le décrit, c'est censé un rite de passage à l'âge adulte, donc qui est lié au mariage pour rendre la jeune fille pure. Mais aujourd'hui, comme toi tu l'as vécu, le procédé, il a perdu de son sens lié au mariage, puisque c'est fait en majorité avant l'âge de 5 ans. Il n'y a plus trop ce truc-là lié au mariage. On t'a pas parlé de mariage par rapport à ça? On va pas directement parler de mariage, mais en fait, on sait que c'est la finalité, quoi. Parce que quand une fille fréquente un garçon, enfin, il n'y a pas de fréquenter, c'est directement un mariage, en fait. Et je pense que, en fait, même quand on est petite, on va nous conditionner au mariage. On va nous apprendre, à être une épouse. Moi encore, ça va, vu que j'habite, on va dire, entre guillemets, en France, et que je suis pas au Sénégal comme mes cousines, mais là-bas, c'est vraiment ça, hein, toutes sont élevées pour être une épouse. Est-ce qu'il y a des hommes de ta communauté qui refusent d'épouser certaines femmes parce qu'elles ne seraient pas excisées? Peut-être, mais en tout cas, moi, j'en connais pas forcément parce que ça reste tabou. Donc, ils vont pas me le dire, en tout cas.
Tout à l'heure, tu parlais de chirurgie réparatrice. Oui. Donc, je me suis un peu intéressée à Pierre Foldès, donc, qui est l'inventeur de la première technique de réparation de l'excision, et qui a dit dans une interview une phrase qui m'a quand même marquée, qui est « En Europe, nous sommes nous-mêmes des exciseurs parce que le clitoris n'existe pas ». Et je t'invite à regarder sa prise de parole, où en fait, il disait que... Donc lui, il a amené cette nouvelle technique, c'est quand même qui est assez récente. Et en fait, il a expliqué que c'était... Lui, est urologue, donc chirurgien de toutes ces parties-là. Il a dit que c'était quand même très simple de réhabiliter le clitoris, et que c'est juste que personne ne s'en est jamais occupé. Okay. Et qu'en France aussi, c'est aussi tabou le clitoris. On peut citer les études qui sont très très récentes quant à cet organe-là, hein, qui est quand même un organe très important, qui a des terminaisons nerveuses beaucoup plus importantes que l'homme. Donc c'est ça qui m'intéressait, c'est qu'il donne un peu la responsabilité aussi à l'Europe. Et du coup, je me suis intéressée un peu à l'histoire. Je sais pas si tu t'es intéressée aux origines historiques d'où ça vient, l'excision. Oui, je me suis un petit peu intéressée quand justement j'avais appris que j'avais été excisée. Et c'est quelque chose qui est antérieur du coup aux religions au final abrahamiques. C'est pas du tout en rapport avec du coup celle-ci, alors que souvent on va nous présenter l'excision comme quelque chose de religieux, alors que ça l'est pas du tout. Et moi je pense que c'est quelque chose de purement patriarcal. Toi, on t'a dit que c'était lié à la religion ? Oui, souvent quand j'entends parler d'excision, on va me dire que c'est dans la religion. Je sais que dans ma famille, on m'avait dit ça. J'avais certains membres de ma famille qui disaient que c'était quelque chose d'islamique, que les femmes devaient passer par ça. Je sais pas si tu m'as dit que tu n'avais pas fait beaucoup d'interviews à ce sujet, parce que c'était compliqué pour toi d'en parler. Mais est-ce que parfois tu as l'impression que ton histoire peut être utilisée pour servir ce cliché de l'Africain barbare ? Oui, c'est quelque chose que j'ai remarqué à travers mes TikTok, surtout au début parce que je parlais beaucoup d'excision. Et en fait, c'est pas parfois, même pas mal de fois, j'allais voir certains commentaires où le vocabulaire, le lexique employé était très dénigrant envers du coup les Africains, entre guillemets, où ça allait dire des choses du style ils sont pas civilisés, c'est une pratique barbare. Et en fait, les termes utilisés, ce sont des termes qui sont en général utilisés pour justement dénigrer les populations africaines. Et à chaque fois que je vois ça, voilà, j'ai déjà eu des commentaires en disant oui, ce sont des sauvages, c'est horrible. En soi, c'est vrai que c'est horrible, mais la manière dont les personnes reçoivent ça et interprètent mon message, je trouve ça pire, honnêtement. Finalement, ça aide pas à libérer la parole. Ah non, pas du tout. C'est instrumentalisé au final. Parce qu'on a beaucoup essentialisé, et même moi, avant de me renseigner à ce sujet-là, j'avais l'impression que c'était quelque chose qui était du continent africain. On a l'impression que c'est une histoire qui serait qui impute que aux personnes noires. Alors finalement, pas du tout. Les mutilations génitales, elles sont aussi présentes au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine. Tu vois, moi, ma mère est d'origine d'Amérique latine, je le savais même pas. Et elle a été aussi pratiquée en Europe, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc au 19e siècle, la mutilation génitale des femmes, donc comme tu disais sur cette notion de domination, c'était vraiment pour montrer la séparation entre l'homme et la femme. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. Mais en fait, des fois, le clitoris peut être un peu plus gros. À la base, on a tous un clitoris aussi. Hein. Le pénis d'un homme, à la base, c'est un clitoris. Et puis après, le chromosome Y fait que ça grandit un peu plus ou moins pour certains. Mais en fait, l'idée de dire qu'en fait, il coupait le clitoris, il était trop gros, et que la femme était assimilée du coup à une virilité et à pas être à son rôle de femme. Et ça, je le savais pas du tout. Donc, il y a un extrait, franchement, il y a un extrait des Lumières qu'on étudie encore aujourd'hui, où il parle, je lis l'extrait parce que quand même, ça peut t'intéresser. Donc c'est dans l'Encyclopédie des Lumières, où il dit « C'est une partie extrêmement sensible qui est le siège du plaisir de la femelle », donc il parle du clitoris. Il s'est trouvé que des femmes en ont abusé, donc on comprend de femmes qui peuvent se masturber ou avoir juste un peu de plaisir. Lorsqu'il avance trop en dehors de la femme, on en retranche une partie. Il est quelquefois si gros et si long qu'il a tout à fait l'air d'un membre viril. Tu savais tout ça ? Alors non, je savais pas du tout et je suis vraiment étonnée parce qu'en général, moi, quand j'apprends à l'école, en cours, à la fac, quand on m'a appris les philosophes des Lumières, on m'a pas du tout montré ça. Moi, au contraire, que c'est on beau, me disait que ouais. c'était l'universalisme, qu'ils étaient là pour défendre tout le monde. Alors là, entendre ça,
Je suis Oui, très mais c'est vrai étonnée. que c'est quelque chose qui est totalement occulté, alors que Ouais. c'est présent dedans, mais je pense personne ici n'a pris, enfin pas beaucoup, ont pris la peine de lire l'encyclopédie des sciences et des arts Mm. jusqu'au bout, ça ferait quand même beaucoup de lecture. Mais donc en fait, c'est vraiment l'idée que les hommes se sentiraient menacés Mm. par quelque chose de trop phallique chez les femmes. Est-ce que toi, tu l'as perçu aussi comme ça, l'idée de remettre un petit peu à sa place de femme dans ce que tu as entendu, dans ce que tu as vécu, où tu dois rester à ta place et pas forcément prendre une dimension un peu trop virile qui pourrait s'assimiler à du pouvoir? Oui, en vrai, je pense qu'il y a aussi cette dimension-là, parce que vraiment, quand on parle d'excision, c'est vraiment juste pour, au final, mutiler les femmes. Du coup, oui, je pense que c'est totalement pour remettre les femmes à leur place, et surtout pour leur retirer une partie d'elles-mêmes, et donc pour qu'elles soient, au final, inégales à l'homme, on va dire. Est-ce que toi, tu as eu l'impression qu'on t'a retiré une part de ta féminité ou même de ton humanité au-delà de ça? Oui, moi j'ai vraiment l'impression qu'on m'a juste retiré une part de moi-même, pas forcément de ma féminité. C'est vrai que ça l'impacte forcément, mais moi en fait j'ai trouvé ça vraiment injuste. Pas l'acte en lui-même, mais en fait, symboliquement, ce qu'on m'a fait, c'est vraiment, on m'a retiré une partie de moi pour, pour rien au final. C'est vraiment ça. Et on m'a fait ça quand j'étais petite, j'avais 1 an. Je me dis, mais faut vraiment faut vraiment être inhumain pour faire ça. Ouais. Parce que c'est... Enfin, moi, je sais que c'était pas ma famille qui voulait. C'était vraiment la communauté, les anciens du village qui voulaient que ça se pratique et qui, on va dire, entre guillemets, forçaient ma famille à faire ça sur moi et mes sœurs. Alors que, de base, c'est... ma famille voulait pas, quoi. Est-ce que tu penses que avant que l'islam arrive ou que même la colonisation européenne arrive au Sénégal, il y avait cette diabolisation du désir féminin? Ça, j'en ai vraiment aucune idée. Parce que c'est... Déjà, le Sénégal, et même les pays d'Afrique de l'Ouest en général, c'est dur de retrouver des écrits parce que les traditions sont transmises oralement. Et c'est pour ça, je pense qu'en fait, il faudrait poser la question à certaines personnes. Et en général, ce sont justement les anciens des villages. Et ouais, c'est pour ça que parfois, c'est compliqué d'avoir des informations. Et puis, vu que c'est très tabou, finalement, Ouais. on est dans un cercle vicieux. Moi, j'ai essayé de faire quelques petites recherches pour ceux qui sont curieux. Donc, quand même, pour rappeler, hein, l'Europe, jusqu'au XXe siècle, ça a été pratiqué pour soigner l'hystérie, la masturbation ou même l'homosexualité, donc le lesbianisme pour les femmes. Et donc, il y a certains anthropologues africains qui diraient que ça n'existait pas avant la colonisation, qu'avant le désir féminin n'était pas diabolisé. Ça reste qu'une théorie parce qu'on ne sait pas, parce qu'on retrouve quand même des traces d'excision en Égypte antique, donc dans le 2e et 1er millénaire avant Jésus-Christ. Donc ça va être vraiment quelque chose qui date d'il y a très très longtemps et une histoire qu'on ne connaît pas assez et qui est super intéressante à se renseigner. Est-ce que tu penses... J'essaie de mettre une petite ouverture. On parlait qu'en Europe, c'était jusqu'au XXe siècle, donc c'était quand même il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, c'est quasi, je crois, j'espère, plus pratiqué en France, dans les communautés, en tout cas, d'origine européenne. Mais ça l'était il n'y a pas si longtemps. Est-ce qu'on peut se demander que peut-être un jour, ça disparaîtra aussi dans ta communauté, dans les autres, au Moyen-Orient, en Amérique latine? Est-ce que tu penses que c'est possible? J'espère, parce que là, déjà, en voyant les nouvelles générations, j'ai quand même de l'espoir, parce que je vois que les filles se font de moins en moins exciser, enfin surtout quand je vois ma génération à moi, l'excision, c'est pas du tout quelque chose que les jeunes parents veulent faire sur leurs enfants, enfin c'était vraiment... Il y a une prise de conscience. Exactement, et c'est surtout le fait que ma communauté, en fait, elle a surtout immigré en France, et que du coup, ils ont moins cette mentalité des anciens. Ils ont moins ce culte des anciens, vu qu'ils ont découvert quelque chose de nouveau, on va dire. Et ils ont une mentalité qui est totalement différente de leurs parents. Et c'est pour ça, j'espère que ça va disparaître, même si ça se fera progressivement dans le temps. Oui, c'est certain. Oui, mais bon, il y a moyen. On l'espère, et peut-être que l'étape d'après, et ça c'est aujourd'hui compliqué, je pense, pour beaucoup de parents et beaucoup de familles, quelles que soient les origines, de parler
d'éducation sexuelle, d'intimité, de juste de ce qui se passe en dessous de notre ceinture, et quand on est enfant, on sait pas trop ce que c'est. C'est encore très tabou. Est-ce que tu penses que c'est toi, dans ta famille, peut-être je pense que ça l'est, du coup, vu que vous n'avez jamais parlé, est-ce que c'est aussi des choses que tu vois de plus en plus s'ouvrir, ces discussions-là? Oui, clairement, parce que justement, moi, en fait, quand j'en parlais sur TikTok, au début, les gens de ma communauté, beaucoup de membres de ma famille, me disaient, mais ça va pas te parler de ça, t'es folle. En fait, c'est quelque chose qui a tellement été longtemps tabou que pour, en fait, voir une personne qui en parle, c'est quelque chose de lunaire pour eux. Et justement, le fait, enfin, c'est quelque chose que j'ai remarqué de plus en plus, que les gens en parlent de plus en plus, en fait, ça amène une discussion entre les femmes qui ont été excisées, alors qu'avant, il n'y avait pas cette discussion-là. Je sais que justement, la cousine qui avait du coup slut-shame les femmes de Dakar, parce qu'elles n'étaient pas excisées. Qui disait que celles de Dakar qui n'étaient pas excisées, allaient voir ailleurs, étaient trop frivoles, volage. Oui, voilà. Ouais. Elle a commencé à discuter du coup avec ma grande sœur, et elle s'est rendue compte que l'excision, c'était quelque chose de mal, qu'il fallait pas faire ça et que c'était à abolir. Vraiment. Donc on peut changer, finalement. Et ton combat en fait partie et ta parole en fait partie. Donc tu as répondu même à ma question. J'allais te demander comment on fait pour briser le silence dans nos familles et finalement tu y réponds. Mais une dernière question sur ça, on parlait de santé mentale aussi et tu m'avais dit que parfois dans les cultures afrodescendantes, c'est aussi compliqué de parler de santé mentale. Ouais. Tu vois comment cet énième tabou à briser. On a tous nos taras avec nos parents, mais... Ah non, mais la santé mentale, c'est quelque chose qui est jamais, on va dire, abordé. Quand quelqu'un va aller mal, on va dire ah non, mais c'est parce qu'on lui a fait de la sorcellerie. Voilà, il faut l'emmener voir un imam. Il va pas bien dans sa tête, le pauvre. On va jamais penser que c'est juste parce qu'il a des problèmes de santé mentale. Qui se sent mal à cause de choses qui lui arrivaient dans sa vie, ou alors juste parfois qu'il a une maladie, et puis c'est tout. On va toujours on va chercher une excuse en fait, qui sera spirituelle, alors que y a pas à aller aussi loin, vraiment. Et ça me fait beaucoup, beaucoup de peine, parce que, en fait, va vraiment y avoir une incompréhension parfois de la part des parents, envers la santé mentale des plus jeunes. Pas forcément de leurs enfants, mais juste des jeunes en général. En général. Parce qu'ils ont eux-mêmes contenu la leur, finalement. Exactement, ils vont se dire, mais pourquoi ils se sentent mal, ils ont tout. Enfin, vraiment. En fait, c'est pas quelque chose qui est forcément... En fait, c'est pas mal intentionné, c'est juste que pour eux, c'est vraiment quelque chose qu'ils comprennent pas, hein, j'ai l'impression. Il y en a certains qui veulent pas comprendre, c'est sûr. Mais c'est quelque chose qui est assez inconnu, je pense, pour eux. Ouais. Finalement, tout est lié, hein. Santé mentale, éducation sexuelle, tous ces tabous-là, on espère qu'ils vont un petit peu s'évaporer au fur et à mesure du temps, parce que quand même une dernière estimation, c'est quand même 2 millions de cas supplémentaires qui pourraient se produire d'ici 2030. Donc si on peut amoindrir ça de plus en plus, c'est tout ce qu'on souhaite. Mais qu'est-ce que tu dirais, toi, pour finir, la dernière question que j'ai à te poser, c'est qu'est-ce que tu dirais à une jeune fille qui apprend aujourd'hui qu'elle a été excisée? Ce serait quoi ton dernier mot pour elle? Alors moi, je dirais à cette jeune fille déjà qu'elle n'est pas seule, que beaucoup de femmes ont vécu ça, qu'elle pourra trouver du soutien auprès de ces femmes et parfois aussi même d'autres membres de sa famille, et que le plus important, c'est d'en parler, qu'elle garde pas ça pour elle, qu'en fait, qu'il y a de l'espoir aussi, qu'elle pourra se soigner, on va dire, psychologiquement, mais aussi physiquement, et que même si le chemin va être long, le chemin est quand même là. C'est possible. Merci beaucoup, Mama Kafa. Merci pour ton temps, pour ton témoignage et ton courage. Plein de courage aussi à toutes les femmes qui l'apprennent, à toutes les filles qui vont subir ça. Où que vous soyez dans le monde, finalement, on est toutes liées parfois par des histoires un peu compliquées. On vous souhaite à tous une très belle soirée, peut-être avec une autre histoire la prochaine fois, une autre personne qui pourra nous sensibiliser sur des sujets qui sont très importants. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. À très vite.